Bonjour, Clara Seren-Rosso. Vous êtes journaliste spécialisée dans la chronique judiciaire. Vous avez été formée ici à l'école journaliste de Sciences Po. Puis vous avez commencé votre parcours à La Voix du Nord avant de rejoindre Le Parisien. Vous avez finalement choisi de poursuivre comme indépendante. À l'automne 2024, on vous retrouve à Avignon, où vous couvrez le procès hors norme des viols de Mazan pour plusieurs médias, dont Mediapart et la BBC. Cette expérience, elle vous a mené à l'écriture d'un livre, L'audience est suspendue, publié le 15 octobre dernier aux éditions Marie-Romaine. Un ouvrage où vous proposez un autre regard sur ce procès et plus largement sur la façon dont les journalistes racontent la justice aujourd'hui. Oui, tout à fait, merci. Bonjour, Pascal Robert Diard, vous êtes journaliste au Monde, en charge de la chronique judiciaire depuis 2002. Vous êtes diplômé de Sciences Po également et du CFJ. Vos comptes rendus de procès ont reçu en 2024 le prix SCAM Christophe de Ponfilly. Vous êtes aussi l'autrice de plusieurs livres, dont La déposition et La petite menteuse, qui a été finaliste du Goncourt des lycéens, et tous deux aux éditions L'Iconoclaste. Et vous avez enfin été co-scénariste de la série Tant qu'il ne retrouve pas le corps, qui est disponible sur Arte. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. On parlait du livre de Clara, L'audience est suspendue. En fait, en le lisant, on comprend qu'on est dans un tout petit monde, un peu d'entre-soi. Vous côtoyez pendant des mois entre journalistes, témoins, accusés, avocats, et aussi tout le personnel du tribunal. Et vous racontez une scène où vous allez chercher un sandwich à la boulangerie lors du procès Mazan, et dans la file devant vous, vous reconnaissez un des accusés. En plus, ouais. Il prend le même sandwich que vous. Et vous savez qui il est. Sans doute que lui, il sait aussi qui vous êtes. Oui. Et en revanche, la boulangère, non. Mm-hmm. Et là, vous vous posez plein de questions. Est-ce que vous devez l'informer ? Est-ce qu'il a droit d'avoir un petit temps pour récupérer son sandwich ? Comment ça se passe dans votre tête à ce moment-là ? Oui, justement, c'est ces moments de vie qu'on partage avec tous les acteurs du procès qui m'ont semblé intéressant de raconter dans le livre. Alors évidemment, la boulangerie, c'est un peu le lieu, la boulangerie ou le supermarché ou la machine à café, c'est des lieux où on se retrouve tous, qui qu'on soit, on s'y retrouve à un moment donné. Et l'exemple que je donne à ce moment-là, c'est de dire, avec un accusé d'un procès aussi long, moi, journaliste, je partage quelque chose de presque intime. Je le connais par cœur, moi, cet accusé-là. Je sais quelles sont ses passions, je connais sa famille, je connais sa sœur, je connais sa mère, je sais quel âge il a, et je sais même quelles sont ses habitudes sexuelles. En fait, je connais beaucoup de choses à son sujet. Lui me connaît aussi parce qu'on se retrouve quand même tous les jours dans la même pièce depuis 2 mois et demi au moment où je le rencontre. Donc, dans une foule, ou en tout cas dans un groupe d'inconnus d'une dizaine de personnes, lui et moi, quelque part, on est presque proches, en fait, à ce moment-là. Donc, on se rencontre, on ne sait pas trop quoi faire, on est très, très déstabilisés tous les deux. Aucun d'entre nous n'est heureux de voir l'autre dans cette boulangerie, bien sûr. Mais on décide quand même de se saluer. Et effectivement, à ce moment-là, me vient l'idée de dire les autres, là, dans cette pièce, ils ne savent pas qui est cet homme. Ils ne savent pas que c'est un violeur. Moi, je le sais, mais les autres ne le savent pas. Et en fait, ils se marrent avec la boulangère. Là, à ce moment-là, elle est en train... J'ai presque l'impression qu'elle le trouve un peu charmant. C'est vrai que là, dans cette scène-là, c'est quelqu'un d'assez agréable. Ils rigolent tous les deux. Il faut que je la prévienne, il faut que je lui dise. Peut-être aussi par... je sais pas, par mesquinerie un peu. Il y a un peu cette idée de jaser entre filles, de se raconter une histoire. Moi, j'ai du lourd à lui donner à ce moment-là à la boulangère quand même. C'est pas souvent qu'on a une anecdote comme ça à dire. Là, vous êtes en train de parler à un des violeurs de Mazan. Donc voilà, cette espèce de réflexe un peu mesquin et qui m'a fait honte quand je me suis rendu compte que j'allais y laisser cours. Finalement, évidemment, je ravale ma langue et je n'en fais rien. Mais on vit, quand on côtoie des accusés qui comparaissent libres dans Avignon, hors les murs du tribunal, beaucoup de moments comme ça où on a des réflexes plus ou moins bouleversants, moi je trouve, d'un point de vue humain. Mais là, éthiquement, Pascal, après tout, notre mission, c'est d'informer. Et finalement, si on ne l'écrit pas dans un papier, parce que cette boulangère n'a peut-être pas accès, est-ce qu'on devrait le faire à l'oral ? Quelle serait la bonne posture ? Celle de Clara. Je trouve que c'est d'ailleurs magnifique d'avoir cette sincérité-là dans son livre, parce que c'est ça le livre de Clara, c'est vraiment de la sincérité, c'est-à-dire elle est à la boulangerie. Je crois que cette expérience, on l'a tous vécue. Moi, je l'ai vécue effectivement à l'épicerie.
avec un type dont je venais de voir la vidéo, donc je venais de le voir à poil. Je savais qu'il avait une poche parce qu'il avait un problème de cancer de la vessie. Bon. Et moi, j'achetais un taboulé et lui, il achetait, je sais pas quoi, une salade de carottes. Ça, c'était effectivement Mazan, mais le dire, bien sûr que non. Ce qui est intéressant, c'est la démarche, c'est l'envie de témoigner, alors que ce n'est pas notre boulot. Notre boulot, c'est de témoigner dans notre journal, dans nos livres, dans nos médias respectifs, et accessoirement, c'est de témoigner du procès, de ce qui se passe à l'intérieur de l'enceinte et non pas à l'extérieur, ce qui est quand même très important. C'est là que la décision de justice est prise, elle n'est pas prise dans la boulangerie. Quand vous ressentez ce type d'émotion, de dilemme, de questionnement, Bruno Fonseca, il en a parlé là précédemment, il dit qu'un des bons réflexes à avoir, c'est de le partager avec son équipe éditoriale, ses lecteurs, etc. Mais souvent, vous dites que vous êtes seul un peu dans l'exercice. Comment vous gérez cette partie émotionnelle? Avec qui vous la partagez, si vous la partagez? En fait, ensemble. C'est-à-dire que le petit monde, je voudrais juste corriger l'histoire du petit monde, parce que c'est quand même, si on prend l'exemple des viols de Mazan, c'est un petit monde qui pendant 3 mois et demi a quand même contenu à peu près, qui a contenu le monde, parce qui a contenu quand même une question absolument fondamentale. Donc nous on était là-dedans, mais c'était le monde, pas le monde entier au sens, mais c'était un sujet majeur pour le monde qui se jouait là. Donc, mais ce qui est vrai, c'est que je pense que le principe de rendre compte des procès, c'est évidemment d'être très très seul par rapport à la manière, comme dans n'importe quel exercice journalistique, hein, c'est nous-mêmes, c'est la sensibilité de chacun, c'est l'écriture de chacun, c'est voilà, le regard de chacun. Donc voilà. Mais il se passe dans ce métier-là quelque chose de très particulier, c'est que comme nous ne sommes pas en concurrence, nous avons tout en même temps. On est tous assis sur le même banc. Il n'y en a pas un qui a plus d'informations que l'autre. Et ça, c'est fondamental. Nous ne sommes pas en concurrence. La seule concurrence que nous avons, c'est du résultat. C'est le papier qu'on va faire ou le sujet qu'on va faire. Mais on est vraiment mis sur la même ligne. Et d'ailleurs, on s'aide énormément. C'est très, très confraternel. Parce que quand vous prenez des notes, vous ratez un passage, vous demandez à votre voisin, est-ce qu'il y avait évidemment un groupe WhatsApp, etc. Est-ce que j'ai bien entendu ça? Et voilà, donc c'est très confraternel. Et avec Clara, il se trouve que on a régulièrement, enfin pas régulièrement, mais plutôt à la fin, on a déjeuné toutes les deux parce qu'on avait besoin de parler. Oui, bien sûr, on avait besoin d'évacuer ce qu'on voyait. À l'occasion de ce procès en particulier, étant donné le nombre d'accusés, certaines règles déontologiques ont pu être questionnées. Je prends l'exemple des noms qui ont fuité sur les réseaux sociaux de ces accusés, bien avant effectivement que le jugement soit connu. Et puis évidemment, leurs familles, leurs proches ont pu être impliqués et voir leur vie chavirer aussi par la divulgation de ces noms, notamment sur les réseaux sociaux. Est-ce que vous pensez qu'est-ce que vous pensez qu'il aurait fallu faire? Il aurait fallu ne pas les publier du tout en amont. Est-ce que c'est une règle qu'il faut remettre en question parce qu'elle est plus d'actualité? Alors, c'est vraiment une question qui se pose, je crois, à chaque fois. Elle se pose pour les procès terreau, elle se pose pour beaucoup, beaucoup de procès. Cette fois, elle a été, je dirais, troublée par le fait que, pour une fois, la bien-pensance était du côté de la volonté de publier les noms. C'est-à-dire qu'il y avait une pression considérable qui était « ce sont des violeurs, il faut publier les noms ». Bon. De la même manière que vous allez sur CNews et qu'on va dire ce sont des Arabes, ce sont des etc. et il faut publier les noms des agresseurs, etc. Alors qu'effectivement, comme tout le monde, quel que soit le crime qui lui est reproché, quelle que soit son origine,
il a une sœur, une mère, une fille, un fils, des cousins, et qu'aujourd'hui vous avez le référencement Google et qui fait que quand le type va vouloir chercher un boulot, c'est tout bête. Ce qui a tout changé, c'est le référencement Google. Il va chercher un boulot, et ben on va taper son nom et on va le googliser et on va trouver sa mise en cause. Donc pour nous, la question de l'anonymat, elle est fondamentale. Ce qui est vraiment, moi, ce que j'ai trouvé très particulier dans ce procès-là, c'est que la pression pour publier les noms s'exerçait d'un côté qui était inattendu. C'est-à-dire que je pense que ce seraient les mêmes personnes qui auraient été absolument scandalisées qu'on publie certains noms dans d'autres procès et qui, là, l'exigeaient. Et ça, pour moi, c'était un vrai problème. C'est-à-dire que parce que c'était Mazan, parce que c'était le viol, parce que le viol est une cause nationale, parce que, à ce moment-là, tout d'un coup, il fallait publier tous les noms. Moi, au journal, on s'en est tenu à prénom et initiale du nom. Oui. Ouais, non, pour compléter ce que tu disais, on a vu des conséquences assez directes de la publication des noms sur les réseaux sociaux et par certains titres de presse. Il n'y a en réalité pas vraiment de règles. Chacun décide avec sa rédaction quoi faire. Les conséquences concrètes et directes, c'est principalement les enfants des accusés qui ont vécu des moments absolument atroces à l'école. Des enfants qui ont été harcelés, il y a finalement eu quelques tentatives de suicide parmi les enfants des accusés. Enfin voilà, c'est évidemment des conséquences très terre à terre et qui arrivent très très vite en fait après. Il y a un autre phénomène sur certains procès très très médiatisés, c'est que l'accusé peut avoir vraiment envie d'être dans la lumière et donc effectivement, je pense par exemple au procès Cédric Jubilard. Qui est vraiment le comble de ce qu'on a vu peut-être ces derniers mois. Et puis, il y a aussi ce phénomène des témoins qui parlent à des médias avant les audiences. Et donc, ce qui fait que quand ils arrivent à la barre, ça peut apparaître un peu défraîchi. Comment vous analysez cette partie ? Regardez un peu quelle a été la force de la parole de Gisèle Pelicot. Pourquoi cette parole a-t-elle été aussi forte ? Parce qu'elle ne s'est exprimée qu'à l'audience, que dans le procès, qu'elle ne s'était pas exprimée avant, qu'elle ne s'est pas exprimée après, et que maintenant elle va le faire dans un livre. Mais la force de cette parole, ça a été ça. Si vous comparez avec sa fille, dont la parole s'était répandue pendant l'instruction, dans tout un tas de médias, elle a écrit un premier livre, elle est venue à l'audience, elle a répété ce qu'elle avait déjà dit, elle l'a répété aux caméras dehors, elle en a écrit un deuxième livre. Et alors, moi qui ai suivi Jubilard, c'est une calamité, parce que la parole, tous les journalistes de radio le savent, ils ne vous font jamais répéter une interview avant de vous recevoir en plateau. Pourquoi ? Parce que la parole n'a de valeur que quand il lui reste une petite quelque chose d'authenticité, quand la spontanéité, l'émotion, je ne sais pas quoi, l'idée qui jaillit, le contexte, l'intelligence de l'intervieweur, la pugnacité de l'intervieweur va faire qu'il va vous faire sortir quelque chose que vous n'avez pas pensé à dire avant. Et donc ce laminage de la parole, cette parole qui devient, au procès Jubilard, c'était très très clair, tout le monde avait parlé avant. Partout, dans des tas de documentaires, des accords, des interviews, partout, etc. Leur parole n'avait plus aucune valeur parce qu'elle était devenue un récit. Un récit. C'était plus une parole, c'était un récit. Et ça, collectivement, évidemment, je veux dire, le procès Jubilard, c'est le problème des témoins, c'est le problème, mais c'est d'abord le problème de la presse, quand même, et du comportement des médias, qui ont même créé. Là, on est vraiment dans un système complètement tordu, c'est-à-dire que c'est l'interview de certains témoins dans les médias, y compris en mettant bien la poussière sur le tapis, sur le fait que c'était des gens qui étaient soit totalement des imposteurs, soit des incompétents, etc. Quand vous faites un bon petit montage, n'importe qui peut paraître avoir quelque chose à dire, et qui ensuite ont obligé la justice à les faire citer à la barre des témoins. C'est le système à l'envers. Oui, et puis si je peux me permettre là-dessus, pour compléter, c'est un exercice de professionnel que de poser des questions dans le cadre d'une instruction et puis dans le cadre d'un procès. On sait que
on le sait, en tant que journaliste, quand on pose une question, on oriente la réponse. On y fait très très attention, mais ce n'est pas notre métier, en revanche, de poser des questions dans le cadre d'un procès. Il faut y faire très attention. Et donc nous, quand journalistes, on pose des questions à un témoin avant qu'il ait pu s'exprimer devant la justice, on oriente de toute façon son récit et il perd un petit peu déjà de sa spontanéité. Et on fait du mal à ce témoignage, à mon sens. J'ai énormément de questions, mais je vais me concentrer sur la dernière pour vous laisser un peu de temps pour poser les questions à nos panélistes. Sur l'objet que vous pouvez ressentir, l'objet de pression. Est-ce que vous avez déjà été intimidé et par qui, dans quelles circonstances, à quel moment vous avez dû résister à des pressions lors de votre travail ? Oui, moi, ça m'est arrivé aussi parce que je suis au début de ma carrière et donc peut-être que je me laisse intimider peut-être un petit peu trop rapidement, c'est possible. Mais ça m'est arrivé assez récemment quand j'ai couvert le procès d'un ancien bâtonnier de Paris, un grand avocat parisien qui était jugé en correctionnel pour une affaire d'insulte. Il avait insulté une hôtesse de l'air. Donc j'ai couvert son procès. J'étais la seule journaliste à l'audience ce jour-là et donc évidemment j'ai été assez vite repérée. Et donc pendant les suspensions d'audience, ce monsieur venait me voir en me disant que si j'avais envie d'avoir une carrière, il valait mieux que je m'arrête là. Évidemment, moi je voulais être chroniqueuse judiciaire, donc un grand avocat parisien que je connaissais par ailleurs, ça m'a fait peur. Je me suis dit effectivement, il peut avoir un poids dans ma carrière. Donc je suis rentrée en rédaction et c'est à ce moment-là que je crois que c'est très important d'avoir un rédacteur en chef ou en tout cas une équipe autour, parce que j'en ai parlé. Et en fait, on m'a vraiment rassurée et j'ai fini par sortir ce papier. Il ne s'est absolument rien passé, mais ça a été une nuit difficile à passer entre l'écriture de ce papier et puis la publication. Je crois qu'il faut tenir bon à ces moments-là et apprendre de ces moments-là. On voit qu'il ne se passe rien, hein, en réalité, assez souvent, je crois. Pascal, tu dirais quoi là-dessus sur les tentatives d'intimidation ? Alors, je pense que moi, j'ai été protégée par mon journal. Je pense que j'ai été protégée par le titre, c'est-à-dire que c'est peut-être plus compliqué d'essayer de faire pression sur un journaliste du Monde que sur un journaliste et a fortiori une jeune journaliste indépendante. Je trouve que cette histoire est absolument dingue. Moi, je dirais que la plus grosse pression, c'est quand même d'abord celle qu'on se met à soi-même, ne serait-ce que parce que ceux sur qui on écrit, on les retrouve le lendemain. Donc, si on est correct, si ça leur plaît pas, pour moi, le grand plaisir de la chronique judiciaire, c'est que personne ne peut nous interdire l'accès à une salle d'audience. C'est-à-dire qu'effectivement, quand vous faites de l'enquête, si votre papier déplaît à celui qui vous a informé ou à celui ou à celle qui vous a informé, vous êtes mal. Procès, je veux dire, si le papier déplaît au procureur, au président, aux avocats, ils ne peuvent pas vous empêcher l'accès au banc de la presse. Donc, on est quand même très, très, très protégé par rapport à d'autres journalistes. Franchement, on est surprotégé. Je suis d'accord, mais je trouve par contre que la robe, enfin moi en tant que jeune journaliste, c'est effectivement on peut critiquer ces gens-là, des avocats, des magistrats, etc. Mais quand on vient en grande robe qui rend le personnage tout de suite très carré, vous dire qu'on n'est pas content de l'article que vous avez écrit et que peut-être votre carrière va en pâtir, c'est là que mais cela dit, je pense que Clara a vraiment raison, parce que évidemment, moi maintenant, je pense que les gens hésiteront à essayer de faire pression sur moi, mais en fait, maintenant que j'y pense, si je remonte évidemment au début, bien sûr que j'en ai eu des coups de pression, voilà, mais je les ai oubliés. Le cerveau fait bien son travail, ouais. Il passe, mais passe c'est sous vrai. silence, c'est rassurant. les moments traumatiques. Ouais. Je vous propose, si vous avez des questions, on peut prendre 2 questions. Il vous suffit de lever la main. Merci. Le thème de cette année, c'est les générationnels. Est-ce que justement le regard entre vous deux est identique ou différent finalement pour traiter les sujets de chronique judiciaire ? Mais ça, c'est la super question. Hein. Ouais. C'est la question. Parce qu'en fait, ça a occupé, je vous disais qu'on avait souvent discuté avec Clara, et ça a occupé évidemment nos déjeuners. On a surtout sur un sujet comme celui-ci. On est quand même sur la question du viol, la question du consentement. Voilà. Ma génération et la génération de Clara n'ont évidemment pas la même expérience, pas la même culture. Moi, il y a des tas de choses qui me hérissaient. Je ne supportais pas la pression qui s'exerçait sur ce procès. J'avais beaucoup de mal avec les manifestantes dehors qui exigeaient 20 ans pour tous.
J'avais l'impression que, si vous voulez, il y avait une vraie différence générationnelle. Bon, déjà, il y a une chose, c'est que ce procès, on était très, très, très nombreux à le couvrir et il y avait 98% peut-être pas, 95% de journalistes femmes. Bon, donc c'est une question. Et moi, je me sentais décalée par rapport à certains réflexes de mes consoeurs qui, par exemple, sur notre groupe, alors je vais vous donner un exemple très concret, mais sur notre groupe WhatsApp, on avait régulièrement des consoeurs qui nous informaient de la future manifestation de tel mouvement, sur voilà, l'opération qui allait se monter à tel endroit, etc. Ce que bon, d'abord, on ne fait pas d'habitude sur un tel groupe WhatsApp, mais avec surtout une dimension empathique. Et j'ai évidemment pas vécu le procès Patrick Henry où la foule hurlait à la mort contre Badinter. J'ai pas vécu les procès de la légitime défense. J'ai pas vécu Mais pour moi, dans ma culture professionnelle, je me disais qu'une pression est une pression, quel que soit le bord dont elle vient, et que là, il y avait une pression qui était considérée comme légitime, qui était considérée comme tout à fait, qu'on devait nous-mêmes professionnellement, hein, on revient toujours à nous journalistes, qu'on devait soutenir et qu'on devait porter. Et c'était le cœur de notre discussion avec Clara, et on a eu d'ailleurs la bonne surprise de se retrouver sur plein de choses très très d'accord. Je crois que c'est pour ça enfin, moi, elle m'a fait vraiment énormément avancer. Et on pouvait confronter nos points de vue, mais on pouvait en discuter, alors que j'avais l'impression que c'était compliqué, quoi, avec certaines consoeurs. Oui, tout à fait. Pour compléter ce que tu disais, je crois que dans ma génération, en tout cas, dans cette génération-là, il y a aussi beaucoup cette culture des verres le soir, des déjeuners. On a une vraie sociabilité dans les procès qui est très, très sympa, mais dans un procès qui dure 3 mois, finalement, ça fait beaucoup de temps passés tous ensemble autour d'une bière, tout ça. Et on pourrait se dire que c'est lors de ces moments-là qu'on confronte justement nos différences, nos différentes approches, ce qui est en fait pas vraiment le cas. On en parlait avec Pascal, ces moments-là sont salutaires pour voilà, se détendre, mais aussi, moi, j'ai appris que, en tant que, je ne sais pas si je suis représentante de ma génération, mais en tout cas, moi, j'essaye de m'extraire de ces moments-là parfois pour être seule ou pour être plutôt à deux, parce qu'en fait, on s'est rendu compte qu'on finissait par avoir une couverture, tous plutôt la même, en fait, une couverture un peu lisse, on racontait tous la même chose, et finalement, ces moments-là, sans s'en rendre compte, fabriquaient un récit, on essayait tous, pour se rassurer, tous de se mettre d'accord sur ce qu'on allait raconter dans nos médias respectifs le lendemain, pour finalement essayer de polisser justement ces différentes approches. Ça nous faisait peur, en fait, peut-être, je ne sais pas, de les assumer jusqu'au bout. Et donc ces moments-là de sociabilité qui sont très importants aussi, je crois qu'il faut les doser et essayer de ménager des temps plus interpersonnels, plus intimes pour pouvoir les confronter. Il faut surtout assumer son regard, mais de manière intelligente, si vous voulez. Et encore une fois, le travail que Clara a fait après dans ce livre, c'est s'extraire de ça et réfléchir. Moi, ce que je trouve fantastique, parce que ça me paraît d'abord être la base du métier, tout bêtement, c'est avoir une exigence de mais qu'est-ce que je pense vraiment ? Est-ce que je pense parce qu'on me dit qu'il faut penser comme ça, parce que j'ai cet âge-là et que je dois penser comme ça ? Qu'est-ce que je pense vraiment ? Qu'est-ce que j'éprouve vraiment ? Voilà. Et cette quête-là, cette sincérité-là, c'est juste un petit bijou, quoi. Merci beaucoup. Merci à toutes les deux. J'avais vraiment une toute petite dernière question, si vous pouvez répondre rapidement. Est-ce que vous êtes déjà trompés ? Amazon ? Non, dans le travail en règle générale, sur la couverture d'un procès, vous êtes trompé sur un témoin, vous êtes trompé sur un des personnages. Sans doute. Oui, non. Je vais vous dire, l'intérêt d'un procès, c'est de changer d'avis. Ouais. Donc, par exemple, je vais vous citer le procès Jubilard. La mère de Jubilard, elle était partie civile. Depuis le début du procès, je la regardais, je la trouvais épouvantable. Mais vraiment épouvantable. Elle était habillée, elle avait un costume bleu électrique, elle était hyper agitée, elle sortait, elle fumait, elle avait l'air elle faisait beaucoup de vent. Bon.
Et donc j'avais une antipathie. Ah, voilà, je dois dire, j'avais une antipathie absolue pour elle. Et quand elle est venue déposer à la barre, il s'est passé quelque chose. Enfin, moi, j'ai raconté ça comme ça. C'est une forme de transfiguration. C'est-à-dire que tout d'un coup, elle est à la barre et elle va parler de son fils. Et tout d'un coup, cette femme, on a vu l'épaisseur de cette femme, on a vu la souffrance de cette femme. Et j'ai été complètement sidérée. Voilà. Mais ça fait partie des bonheurs du métier. Je vous conseille le papier de Pascal, en plus du livre de Clara, mais sur effectivement la mère de Cédric Jubilard, qui est, moi, la lecture, aussi un moment un peu charnière. J'ai changé d'avis aussi, si tant est que mon avis avait de l'importance. Merci beaucoup à toutes les deux. Merci.